Daniel Kablan-Duncan revient de la Turquie où il a participé au sommet mondial sur l'action humanitaire des Nations Unies. Le point de la mission du chef du gouvernement dans ce journal-là. Anouloto demande aux personnes vivant dans des zones à risque de quitter les lieux plus diluviennes oblige. La ministre de la Salubrité et de l'Assainissement a visité les ouvrages de drainage des eaux usées et de ruissellement. Elle veut s'assurer de l'avancement des travaux. Double offensive à Raqqa en Syrie, à Fallujah en Irak, menée par la coalition internationale contre les djihadistes de l'EI. La coalition internationale est conduite par les États-Unis. Madame, Monsieur, bonsoir. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan était à Istanbul en Turquie. Il représentait la Côte d'Ivoire au sommet mondial sur l'action humanitaire des Nations Unies. Ces assises se tiennent en présence de représentants de 135 pays. L'enjeu, réorganiser un système humanitaire à bout de souffle face à des crises de plus en plus longues et nombreuses. Des groupes de travail se sont penchés sur l'éducation dans les situations d'urgence, le rôle des femmes dans les crises, la protection des journalistes ou encore les principes humanitaires. Et tout cela, c'était à Istanbul en Turquie. Écoutons le chef du gouvernement Daniel Kablan-Duncan qui revient d'Istanbul. À Paris, nous avons pendant 2 jours, avec les ministres qui étaient avec nous, rencontré les 17, le secteur public, les partenaires bilatéraux, régionaux et multilatéraux pour présenter le PND 2016-2020, des montants comme le seuil de 30 000 milliards de francs CFA, soit autour de 100 milliards de dollars. Et disons qu'on a eu la possibilité de persuader nos partenaires de développement. On demandait 4 425 milliards de francs CFA comme concours. Disons de ces partenaires, nous avons obtenu pratiquement le double de ce montant, avec 15,4 milliards de dollars. Le lendemain, nous avons rencontré le secteur privé, parce que c'est un élément très important. Dans le PND 2016-2020, le secteur privé doit participer à 62,5%. Et disons que dans le programme concerné, autour de 37 milliards de dollars. Et là aussi, les choses sont très bien passées, puisque le même jour, les engagements, les annonces qui avaient été faites sont autour de 19 milliards de dollars. Nous allons, comme ça a été fait pour 2012, dépasser en réalisation les montants qui ont fait l'objet d'engagement. Alors disons que Istanbul, c'est le sommet humanitaire mondial. C'est une très grande réunion, une grande messe qui se tenait donc à Istanbul. Les points étaient des points quand même très très importants. Il s'agit de comprendre ce qui se passe en ce qui concerne les catastrophes, soit naturelles, comme des inondations, des tremblements de terre, les sécheresses, mais aussi des catastrophes dues à l'homme, les guerres, le terrorisme. Et l'objectif était de voir comment, quand ces choses arrivent, prendre des dispositions pour secourir les personnes concernées, mais aussi et surtout, et je crois que c'est un élément très important sur lequel les gens se sont donc appesantis, comment prévenir la plupart de ces risques, parce que c'est un risque qui peut être prévenu si des mesures sont prises à l'avance. Je crois que, à la demande du président, nous sommes intervenus pour donner l'exemple de la Côte d'Ivoire, ce qu'on fait ici. Le sommet mondial sur l'action humanitaire des Nations Unies en Turquie a pris fin aujourd'hui. Il ne donnera pas lieu à un accord formel ou à des textes contraignants, mais une initiative entre 21 donateurs et 16 agences humanitaires. Ahmed Bakayoko, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a échangé avec le secrétaire d'État du ministère italien de l'Intérieur. Sur la table, le renforcement de la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et l'Italie dans le domaine de la sécurité, de l'administration du territoire et des politiques migratoires. En visite de travail en Côte d'Ivoire, le secrétaire d'État du ministère italien de l'Intérieur, reçu par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, à la tête d'une forte délégation, Domenico Manzione a exprimé l'engagement de son pays à soutenir la Côte d'Ivoire dans le domaine de la sécurité. Autre sujet abordé, le renforcement de leur coopération dans plusieurs secteurs, notamment l'administration du territoire et les politiques migratoires. À cela s'ajoute la signature très prochaine de plusieurs accords à Rome.
Au cours de la rencontre, nous avons parlé des intérêts communs que nous avons en matière d'immigration et en matière de sécurité. Nous avons parlé de la possibilité d'accords qui sont d'ailleurs déjà mûrs de collaboration entre nos deux pays. Donc j'espère pouvoir retourner l'accueil que j'ai reçu ici par rapport à la venue à Rome de votre ministre d'État pour la signature de ces accords. Ahmed Bakayoko a salué l'engagement du gouvernement italien aux côtés de la Côte d'Ivoire dans la consolidation de leur coopération. Il a également remercié le gouvernement italien pour sa distinction au grade de grand officier. Domenico Manzione est secrétaire d'État italien de l'Intérieur depuis mai 2013. Il a siégé au sein de nombreuses commissions, dont l'Observatoire sur le procès pénal, celle sur la responsabilité administrative des organismes et celle contre le crime organisé. Des fonctionnaires des douanes de l'Afrique centrale, du Nord, de l'Ouest suivent une formation. Au cœur de la formation, l'aspect technique du régime d'autorisation des transferts en vertu de la Convention sur les armes chimiques. Les participants vont confronter leurs expériences pour la mise en œuvre de la Convention. Le reportage de Abou Sanogo. Abidjan abrite le cours sous-régional sur les aspects techniques des régimes de transfert de la Convention pour l'interdiction des armes chimiques. Destinée aux fonctionnaires des services douaniers et portuaires de l'Afrique de l'Ouest, centrale et du Nord, cette rencontre va permettre aux services douaniers des États partis de confronter leurs expériences et bonnes pratiques au regard de la Convention. Celle-ci fait obligation à ces États de déclarer les produits chimiques qui sont indexés dans le traité qu'ils importent ou exportent. Ce séminaire est surtout destiné aux agents qui sont en première ligne des entrées de ces marchandises, donc les produits chimiques indexés à la Convention. Leur présence et leur participation au séminaire est utile, sur le temps plus qu'ils détiennent certaines informations qui pourraient aider à solutionner ces différences qui sont observées. C'est par nous que passent ces différents produits. Il est donc important que nous puissions nous approprier la Convention, voir quelles sont les dispositions de cette Convention et du fait que notre pays ait ratifié ces conventions, que nous puissions procéder à l'application des dispositions de ces conventions. L'intérêt de la formation est de réduire, voire éliminer les différences dans les déclarations des produits chimiques qui ont fait l'objet de transferts entre États partis à la Convention. La Côte d'Ivoire attache du prix à la sécurité chimique. Durant une semaine, les participants vont être instruits sur des sujets généraux comme la Convention et spécifique, notamment le régime des transferts. Ils vont bénéficier des enseignements des experts de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Nous sommes en pleine saison des pluies et qui dit saison des pluies dit inondation et aussi éboulement de terrain. Pour sauver des vies, la ministre de la Salubrité urbaine et de l'Assainissement, Désiré Oloto, est allée voir comment les travaux avancent du côté des ouvrages de drainage des eaux usées et de ruissellement. Elle a aussi demandé aux populations qui vivent dans des zones à risque de quitter les lieux. Franck Wadio nous explique cela dans ce reportage. Ces images datent de quelques années. À Abidjan, c'était la désolation à chaque grande saison des pluies. Et depuis, l'eau a coulé sous les ponts. Des ouvrages d'assainissement sont érigés en urgence pour pallier la situation. Un exemple, celui de Cocody, à la rivière Bonoumen. Tellement, quand ces bassins n'étaient pas nettoyés, l'eau inondait tout ce que vous voyez comme cuvette aujourd'hui. Et les maisons alentour, là, les gens libéraient les maisons. Voilà. Même une fois, la maison en face là-bas, ceux qui habitent, les propriétaires ont été obligés de monter sur le toit. Et l'ONPC est venu les sauver de là. C'est une situation-là qu'on veut juguler. Un ouvrage provisoire qui sera peaufiné selon le directeur de l'Office national de l'assainissement et du drainage après cette saison pluvieuse. Mais pour l'heure, ici, ce canal agrandi va permettre l'évacuation des eaux pluviales de Bonoumen et de toute la Riviera jusqu'au plan de lagunaire. Des ouvrages donc pour mettre fin aux précédentes situations de désolation. Objet de la visite de la ministre de tutelle, Anne-Désiré Oloto. À la Riviera 3, sensibilisation des populations, des femmes et même des plus jeunes. Les années précédentes, dans le quartier Bonoumen, à la Riviera 3, etc., le quartier Alpha Blondie, tout cela était des sites très critiques. Aujourd'hui, nous constatons donc que tout fonctionne correctement. Et il y a encore du travail à accomplir. Ce sont de grands acquis que nous avons réussi donc à préserver. Ce projet va continuer, n'est-ce pas, pour faire en sorte que
dans cette zone en tout cas, plus aucune famille ne soit menacée de déplacement, de situations dramatiques, il n'y a plus mort d'hommes. J'invite également les populations qui sont installées dans des zones inondables, dans des bassins d'orage, qui sont installés sur des flancs des collines. Je les invite à se soumettre à toutes les instructions des agents de l'État. Nous voulons une saison de pluie sans mort à Abidjan et à l'intérieur du pays. Appel au civisme. Pour nous en rendre compte, rendons-nous à Atekoubé. Ici, l'eau a envahi la chaussée, les canaux d'évacuation occupés par les riverains. Il y a l'indiscipline des riverains, que nous-mêmes on a essayé de les sensibiliser. Mais vous savez, nous sommes en Afrique, hein, quand il n'y a pas de sanctions, vraiment c'est pas facile. Voilà, parce qu'à notre niveau, bon, comme moi je représente un peu les transporteurs d'ici, et quand quelqu'un veut rentrer au bureau, c'est pas facile. Mais tu vas dire à quelqu'un de ne pas jeter les ordures, vous voyez, et tu as quoi comme pouvoir pour l'empêcher? La saison pluvieuse, on n'en est qu'au premier jet et déjà quelques désagréments. La voie d'Alipé est actuellement coupée par les eaux de ruissellement. Les autorités sont interpellées. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable, lui, mène une mission de sensibilisation, d'information et de formation auprès des collectivités décentralisées et des services de l'État. L'idée, les impliquer dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Herman Niamé. Développement durable, le concept est en vogue dans tous les pays du monde depuis quelques années. Et la Côte d'Ivoire n'est pas en reste dans ce mouvement mondial. Mais en fait, qu'est-ce que c'est, le développement durable? Le développement durable, c'est une autre façon de faire les choses. On peut faire allusion à un comportement responsable en termes d'économie d'énergie. C'est-à-dire que quand vous sortez par exemple de votre bureau, il faut éteindre l'électricité, il faut couper la climatisation. Dans l'administration, nous utilisons aussi beaucoup de papier dans les impressions, voir dans quelle mesure nous pouvons imprimer recto verso certains documents qui n'ont pas forcément d'être imprimés sur page par page. Maintenant, il y a la gestion des déchets, parce que c'est un modèle qui s'articule autour de 3 piliers. Il y a le pilier social, le pilier environnemental et le pilier économique. Pour concrétiser cette vision et faire de la Côte d'Ivoire un pays exemplaire en matière de développement durable, des initiatives sont menées. C'est dans ce cadre que s'inscrit cet atelier initié par le ministère de l'Environnement et du Développement durable pour impliquer les services de l'État et les collectivités décentralisées dans cette démarche. La vision du gouvernement ivoirien est de faire en sorte que le développement durable puisse s'ancrer dans tout le corps social, afin que chaque citoyen devienne un acteur responsable qui contribue à l'équilibre entre la qualité de l'environnement, le développement économique et le progrès social. Après les services de l'État et les collectivités décentralisées, la prochaine rencontre sera avec les entreprises privées. Des affrontements intercommunautaires ont fait un mort et plusieurs blessés à Broukro, un village de la commune de Bongouanou. Pour apaiser les tensions, le ministre Awandoli Théophile, directeur de cabinet du Premier ministre, s'est rendu là-bas. Il a prôné le retour à la paix et a aussi parlé de cohésion sociale. Salimata Dia et Hamza Diaby nous rapportent les faits. Le gouvernement, aux côtés des populations victimes des affrontements survenus mardi dernier à Broukro, dans la commune de Bongouanou. Un mort et plusieurs blessés, c'est le bilan qui a conduit le ministre Awandoli Théophile auprès des familles de victimes. Le directeur de cabinet du Premier ministre est venu traduire la compassion des autorités. Accompagné du corps préfectoral et de chefs de village, le cadre de la région du Moronou était porteur d'un message d'apaisement et de pardon. Le premier message, c'est d'abord Yako. Yako à la famille qui a perdu son enfant, Yako à tous les blessés et Yako également même à tout le village. Le deuxième message, bien entendu, c'est l'apaisement. Nous avons essayé de faire comprendre à ce village que quand vous regardez nos villages, même de souche, d'origine, ce sont les mêmes familles. Et quand vous avez vécu ensemble pendant longtemps, vous devenez encore plus famille. Donc on demande aux uns aux autres vraiment de mettre bas la terre, de se réconcilier. Une mission appréciée des populations qui comptent s'investir pour une paix durable dans leur localité.
Le gouvernement a aussi assuré la prise en charge médicale des blessés et a apporté son soutien financier à la famille du défunt Adjemian Brouégène, planteur de 36 ans, tué lors des affrontements. Des affrontements survenus entre les jeunes et le chef de village Nanan Assalé à Samoa suite à un conflit foncier. Mais la cause immédiate de cette crise serait la désignation du nouveau président des jeunes du village. Le panafricanisme et l'intégration, deux concepts au cœur d'une conférence initiée par le Club des Amis du panafricanisme. Ce club a mis en exergue lors de cette rencontre la contribution du panafricanisme dans l'émergence des États africains. Le reportage de Sidonie Waka Davila. Invité à co-animer une conférence sur le thème « La contribution du panafricanisme dans l'émergence des États africains, le cas de la Côte d'Ivoire », Venance Konan et Isiaka Konaté, respectivement directeur général de Fraternité Matin et directeur général des Ivoiriens de l'extérieur, ont répondu présents. Dans l'exposé de ces deux conférenciers, il faut retenir que la Côte d'Ivoire est un bel exemple de panafricanisme et d'intégration. On a pratiqué ce panafricanisme depuis les années 60, mais il y a eu des reculs. Il faut être vigilant à ce qu'il n'y ait pas de recul. Nous sommes peut-être un bel exemple, mais nous devons améliorer cet exemple-là et faire en sorte que les autres suivent. La différence nous enrichit. Et cela a été très important dans un pays comme la Côte d'Ivoire, qui est une Afrique en miniature, qui regroupe tous les pays africains. C'est un héritage à propager dans les autres pays africains. De cette vision, ils ont appelé les jeunes à s'approprier ces notions en vue de leur permettre de prendre une part active dans le développement des nations. Notre démarche s'inscrit dans celle d'éclairer la jeunesse, de faire en sorte que les jeunes puissent être imprégnés des vraies vertus du panafricanisme pour qu'ils puissent contribuer à l'émergence des différents États africains. Le panafricanisme et l'intégration, deux notions prioritaires pour l'Union africaine. Sa représentante en Côte d'Ivoire, Joséphine Charlotte Kala, à cette conférence, a salué les efforts des panafricanistes, ces combattants de la liberté qui ont beaucoup œuvré pour une Afrique unie, l'exemple de l'UA. 2 millions de femmes souffrent de fistules obstétricales dans le monde selon l'OMS et plusieurs femmes sont touchées par cet écoulement permanent de sel ou d'urine. Lors de la célébration de la Journée internationale de fistules obstétricales, 1200 femmes porteuses de la maladie ont été prises en charge en Côte d'Ivoire. Cette journée est célébrée tous les 23 mai. Suivons ce reportage de Charles Tatou. Maladie survenant à la suite d'un travail de l'accouchement prolongé, la fistule obstétricale a pour conséquence l'écoulement permanent de sel et d'urine. Les porteuses de cette maladie sont mal vues, les mariés d'entre elles sont divorcés. En Côte d'Ivoire, le chiffre des victimes n'est pas encore maîtrisé. Cependant, l'État mène des efforts pour son élimination. Un projet tripartite met en partenariat le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, l'UNFPE et l'Agence coréenne de coopération internationale, KOICA. La première phase de ce projet financé à 2 milliards de francs CFA a permis d'opérer 1208 patientes et de faire bénéficier 263 d'entre elles d'activités génératrices de revenus. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale, dont la cérémonie officielle a eu pour cadre la ville de Bouaké, le gouvernement ivoirien, représenté ici par le préfet de région de Bouaké, et les deux autres partenaires du projet ont lancé la phase 2 de ce projet. Le projet tripartite, ministère de la Santé et Hygiène publique, KOICA et UNFPA, se doit d'être le creuset de la promotion des bonnes pratiques et du partage des expériences en matière de prévention et de prise en charge des fistules. Vous avez lancé un appel à la population dans toutes ses composantes pour une prise de conscience réelle de lutter contre les facteurs favorisant la survenue de cette maladie. La Côte d'Ivoire dispose de 7 centres de traitement de fistules obstétricales. Une visite guidée de celui de Bouaké a ponctué la célébration. Les examens du BTS, c'est pour bientôt. Les parents d'étudiants ont quelques inquiétudes à l'approche de cet examen. Des inquiétudes en ce qui concerne l'anonymat des copies, l'identification biométrique et bien d'autres. La coordination des associations des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire a rencontré la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour en parler. Le reportage de Ami Sissoko. La
La nouvelle réforme du BTS, brevet de technicien supérieur, est la bienvenue. C'est la position de la coordination des associations des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Dans les entreprises, quand tu vois un stagiaire qui a le BTS, qui défait un rapport, vraiment on s'interroge. Il faut qu'on donne une valeur à ce diplôme-là. Et nous sommes partants. La nouvelle réforme du BTS touche essentiellement l'anonymat des copies, l'identification biométrique des candidats, l'enrôlement des étudiants avec des pièces d'identité originales et les dates des différentes épreuves. Ces nouvelles procédures d'organisation sont sujets à débat. C'est pour éclairer l'opinion sur sa position que la coordination des associations des parents d'élèves et étudiants prend rendez-vous avec la presse. Relativement aux procédures d'anonymisation des copies, il a été constaté qu'il présentait des failles. Concernant l'identification de l'étudiant, de nombreuses irrégularités sont à noter, dont la substitution des candidats par des non-candidats, l'élaboration des faux dossiers et la production de faux documents. Aussi, pour toutes les raisons précitées, mais non exhaustives, Madame le ministre a-t-elle pris d'importantes dispositions qui devraient nous permettre non seulement d'aboutir à une meilleure sécurisation des examens BTS, mais aussi et surtout restaurer leur crédibilité tant au niveau national qu'international. Pour le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, la réforme du BTS vise à adopter une démarche qualité pour l'éradication de la fraude en vue de la crédibilité du diplôme BTS. Les examens du BTS débuteront le 16 août prochain. 22 filières professionnelles ont été retenues dans les spécialités de la science et des technologies, et ce par le projet d'appui à l'enseignement supérieur dans les pays membres de l'UEMOA. Et ce sont plus de 200 enseignants-chercheurs qui sont formés dans ces filières. Sachez que les femmes du département de San Pedro ont décidé de fédérer leurs énergies pour lutter contre la pauvreté. Pour ce faire, une fédération de 300 associations vient de voir le jour. La ministre Anne-Désirée Ouloto est allée investir cette fédération à la place Rotary. Il s'agit pour cette fêtière de trouver des financements en vue de développer dans les activités génératrices de revenus pour les membres. Le reportage de Thérèse Tapéoboui. L'union fait la force, dit l'adage. Et les femmes du département de San Pedro l'ont bien compris. Elles se sont mises ensemble à travers une fédération dénommée ALID. Cette fédération a été mise en route officiellement par la ministre Anne-Désirée Ouloto. J'ai trouvé à San Pedro des femmes déchirées, des femmes divisées, des femmes séparées. Ça a été difficile. Nous avons travaillé nuit et jour. Aujourd'hui, je viens trouver à San Pedro une fédération de près de 300 organisations féminines. Je vous félicite. Akissi Kwame, général de brigade, également marraine de cette cérémonie, a invité ses filleuls à la discipline de groupe et à suivre des formations pour plus d'efficacité. L'initiateur de ce regroupement de femmes, Félissa Noblé, a demandé aux femmes du département de San Pedro de suivre l'exemple de leur marraine Anne Ouloto dans le travail avant de justifier l'idée de fédérer ces femmes. Nous avons donc pensé qu'il était important de fédérer ces femmes et de leur permettre toutes d'être reconnues par l'administration en ayant des documents officiels qui leur permettent d'exercer leur activité d'association. Anne Ouloto a offert à ses filleuls une fourgonnette pour le transport des marchandises. Pour le financement des activités, selon la nouvelle présidente, Lucie Tianlou, des financements existent. Les femmes députées présentes à cette cérémonie ont offert des ordinateurs et des imprimantes au bureau de cette nouvelle fédération. Les acheteurs, transformateurs et exportateurs de la noix de cajou de la région du Ourodougou ont mis une association en place en vue de la professionnalisation de la filière. Les membres de cette organisation ont décidé de travailler avec les autorités administratives et la structure de régulation de la filière. Kwadio Kwame nous explique tout cela. Depuis 2015, la Côte d'Ivoire est le premier pays producteur de la noix de cajou au plan mondial devant l'Inde et le Vietnam.
Pour conserver cette place et surtout produire de l'anacarde de qualité, l'organisation et la professionnalisation de la filière s'imposent. Ce défi de la professionnalisation de la filière commence à prendre forme dans les zones de production. Les acheteurs, les transformateurs, les exportateurs de la région du Ouagadougou sont désormais unis au sein d'une association. Notre ambition, c'est de faire du Ouagadougou la région de la qualité en matière d'anacarde, de faciliter la fluidité routière en sensibilisant nos acheteurs, nos transformateurs et nos exportateurs au respect des forces de l'ordre. Cette organisation a été officiellement présentée aux autorités administratives et à la structure de régulation de la filière. Le Conseil du coton et de l'anacarde encourage cette initiative qui va contribuer à relever les énormes défis de l'anacarde ivoirien. Les défis de la qualité et de la transformation restent des enjeux majeurs de la filière. C'est une belle initiative que le Conseil loue parce qu'elle nous permet non seulement d'échanger avec des acteurs importants de cette filière au niveau local, de leur faire passer des messages qui sont extrêmement importants pour nous, demander aux autres régions de faire comme eux. Koné Youssouf, délégué régional du Conseil du coton et de l'anacarde, a appelé les membres de cette organisation à travailler en étroite collaboration avec le Conseil. Le Ouagadougou a été la première zone productrice de la campagne dernière avec 176 000 tonnes de noix de cajou collectées. Pour réussir les 8e Jeux de la francophonie qui vont se tenir ici même à Abidjan du 21 au 30 juillet 2017, le comité d'organisation a rencontré le secteur privé afin d'apporter sa contribution. Et les différents produits des 8e Jeux de la francophonie ont été présentés aux différents partenaires. Le reportage de Mamadou Poissy. Abidjan, capitale de la francophonie du 21 au 30 juillet 2017, avec les 8e Jeux de la francophonie. La réussite de cet événement constitue une priorité pour le gouvernement, d'où la mobilisation de tous les secteurs d'activité. Au cours de ce déjeuner, il était surtout question pour le comité d'organisation de convaincre le monde de l'entreprise à accompagner ce projet. La francophonie, c'est 80 pays. Cela fait à peu près 500 millions de téléspectateurs. Je vous ai parlé également de 5 millions de spectateurs au niveau local. Et il y a également 700 journalistes attendus, 4000 participants, 4000 jeunes venus de tous les pays. Bon, tout cela fait quand même une visibilité exceptionnelle. Et donc, nous espérons que les entreprises sauront mesurer toutes ces contreparties publicitaires et viendront nombreuses pour participer à ces jeux. Un message qui a eu un écho favorable auprès de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Elles s'engagent toutes à accompagner le gouvernement dans la réussite de ce projet. Vous avez vu la mobilisation qui a eu lieu dans ce déjeuner et je suis confiant dans le fait que le secteur privé jouera effectivement sa partition. Et comme si le discours du comité d'organisation ne suffisait pas, le ministre de la Culture et de la Francophonie en rajoute à l'assurance que le gouvernement donne aux partenaires privés. Nous voulons rassurer tous nos partenaires, les partenaires de la Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire prend toutes les dispositions pour que ces Jeux se tiennent dans de très bonnes conditions. Après ce déjeuner, un gala sera organisé le 30 septembre prochain pour mobiliser les stars du football, l'athlétisme, la culture et des premières dames africaines, dont celle de la Côte d'Ivoire. Ces personnalités seront des vitrines pour la promotion des 8e Jeux de la francophonie, dénommés Abidjan 2017. La djihadiste de l'État islamique faisait face aujourd'hui à une double offensive terrestre et aérienne contre ses fiefs en Irak et en Syrie, avec l'appui de la coalition internationale conduite par les États-Unis. Au lendemain donc du lancement d'une opération sur la ville irakienne de Falloujah, c'est la province de Raqqa où se trouve la capitale de l'État islamique en Syrie qui a été prise pour cible. Le récit de Thomas Guessambi. Frapper l'ennemi en plein cœur. C'est ce que tente de faire l'armée irakienne à Falloujah et l'armée syrienne à Raqqa. Deux fiefs de l'État islamique d'où il multiplie ses sombres desseins. Ce mardi, une coalition arabo-kurde ne comprenant pas les troupes de Bachar el-Assad a lancé l'assaut au nord de la ville de Raqqa et sur la ville elle-même. L'Observatoire syrien des droits de l'homme dénombre au moins 22 djihadistes tués. Moscou a annoncé soutenir la coalition tandis que Washington rechigne à mener un raid commun avec le pays de Vladimir Poutine. En Irak, l'armée a déjà pillé la localité proche de Karma, la porte d'entrée de Falloujah.
Cependant, le Conseil norvégien pour les réfugiés craint le sort de quelques 50 000 à 100 000 civils pris au piège par ces bombardements. L'organisation espère trouver un couloir pour approvisionner les familles qui, depuis des mois, manquent de nourriture et de médicaments. De son côté, l'État islamique a imposé un couvre-feu empêchant les gens d'aller dans les rues, a confié un habitant joint par téléphone par l'AFP. Ces frappes contre l'État islamique à Raqqa se font dans un contexte où le pays, la Syrie, a été frappé ce lundi par un attentat suicide qui a fait 148 morts et plusieurs blessés. Fallujah, second bastion du groupe terroriste sous le feu de l'armée irakienne, est la première ville où Daesh a hissé son drapeau pour ensuite étendre ses tentacules. C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Je vous retrouve demain.